On va commencer avec Pierre Comte. Pierre Comte, on s'est croisé hier pour évoquer cette participation. Vous m'avez dit quelque chose qui me semblait évident, mais qui ne l'est pas forcément dans la pratique. Le web n'est plus une option pour les médias. Oui, bonjour. Oui, je crois qu'on a... je suis très inquiet parce que je me demande comment le Figaro.fr marche ce matin, parce que je vois tous les patrons du numérique qui sont là. Et non, ce qu'on se dit ensemble, c'est pas, et puis c'est de l'expérience depuis quelques années maintenant où on essaie de faire muter notre entreprise et notre marque. Il me semble qu'aujourd'hui dans les médias, on peut plus tricher. Le web, c'est pas un développement, c'est pas la business unit en croissance. Dans un compte d'exploitation générale de l'entreprise. D'ailleurs, vous avez fait tomber les cloisons physiquement. Voilà, oui, ça c'est pas toujours le plus simple. Les cloisons les plus difficiles à faire tomber, ce sont celles du contrôle de gestion. C'est pas les cloisons des newsrooms, voilà. Mais plus sérieusement, alors évidemment, j'écoutais avec vraiment beaucoup d'attention comme d'habitude. Il y a plein de choses à prendre dans ce que dit Mercedes. Voilà, on peut plus tricher. On ne peut plus tricher. Ce n'est pas le web à côté ou le digital à côté. Et d'ailleurs, ce n'est pas le tout digital non plus, évidemment. Donc c'est simplement une fusion complète, une intégration. Moi, j'aime bien le mot intégration complète des choses. Voilà, on aborde cette rentrée. Les rédactions sont fusionnées. Les propositions d'abonnement, de diffusion sont des propositions web print. La publicité, on s'efforce de vendre, alors vous les appelez les opérations 360, moi j'aime bien le mot d'opération convergente. Voilà, c'est devenu un tout. Il n'y a pas le monde digital et puis le monde classique. Voilà. Et il faut qu'on arrive, effectivement, par exemple, c'est un vrai sujet chez nous, il faut que on arrête de regarder la rentabilité des filiales digitales et la rentabilité des filiales non digitales. C'est plus du tout le sujet. Deux choses séparées. Christophe, vous êtes le responsable des partenariats pour YouTube. Votre job, c'est quoi? C'est justement de travailler dans cet écosystème nouveau, hein, c'est le titre de cette table ronde, avec des partenaires qui sont vos voisins? Tout à fait. Notre objectif, notre mission, c'est effectivement de donner les outils en tant que plateforme aux producteurs de contenu, aux ayants droit, à tous ceux qui veulent participer et atteindre de nouvelles audiences, créer de nouveaux types de revenus pour leur permettre de développer justement ces nouveaux modèles. Comment ça se passe la relation? Parce qu'il y a toujours cette schizophrénie. Est-ce que Google est un ami, un ennemi? Est-ce qu'il risque de me tuer? Je vais être dépendant de lui. En même temps, je ne peux pas m'en passer. On le voit sur Google News, YouTube. C'est peut-être la même menace, perçue comme telle. Écoutez, moi, ça fait longtemps que je suis là. Ça va bientôt faire 8 ans que je suis chez Google. J'ai commencé, on était tout petits et nos valeurs sont toujours les mêmes. Nos valeurs sont effectivement de mettre l'utilisateur au centre de tout ce qu'on fait et de mettre l'innovation au service des utilisateurs, des partenaires et des annonceurs. Et je crois qu'à partir de là, notre objectif, c'est vraiment de s'inscrire dans un mode de partenariat et d'être complémentaires. C'est-à-dire que vous vous dites, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet en ce moment, vous allez lancer, paraît-il, de nouvelles chaînes de contenu. La frontière est de plus en plus floue. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une frontière d'ailleurs? Est-ce qu'il faut s'interdire d'être producteur ou est-ce qu'il faut rester de l'autre côté? Aujourd'hui, notre statut il est très clair. Merci de me donner l'occasion de le préciser. C'est vraiment un statut de plateforme et notre objectif, c'est de soutenir la création. Donc mettre en place un nouvel écosystème, des outils, encore une fois, pour permettre aux gens dont c'est le métier, la création de contenu, la diffusion de contenu, d'utiliser la plateforme et d'arriver à dériver de nouveaux revenus. Paul-François, à vos côtés, et donc est le patron, on l'a rappelé, du Technocentre d'Orange. Bonjour. Également au board de Dailymotion, dont Orange a racheté la moitié du capital. Comment est-ce que vous voyez les choses? Vous lancez des chaînes de contenu aussi de plus en plus. Alors, nous, effectivement, on a fait un partenariat assez structuré avec Dailymotion, puisqu'on a pris 49%. L'idée de ce partenariat, c'est autour de 3 axes. Il y a d'abord un certain nombre de synergies évidentes entre les portails d'Orange, nos régies, et puis l'intégration dans un certain nombre de téléphones portables ou de différents écrans qu'on va lancer pour offrir aux clients une offre intégrée avec aussi des aspects de pricing intégrés. Le deuxième axe, c'est autour des plateformes. C'est vrai qu'on est un acteur fort de ce qu'on appelle l'IPTV, c'est-à-dire
la télévision avec la qualité qu'on connaît. On travaille avec évidemment TF1 et plein d'autres acteurs. Mais Paul-François, si vous permettez, on a du mal à suivre la stratégie d'Orange qui nous a dit à un moment avec Lombard, il faut aller à fond dans les contenus, avec Richard, il ne faut plus aller dans les contenus, et au final, on se retrouve, on ne sait pas. Alors moi je trouve que c'est assez clair au contraire, parce que justement on a dit qu'on voulait une stratégie de partenariat, on a dit très clairement qu'on n'était pas un éditeur de chaîne, qu'on n'avait pas vocation à être un éditeur de chaîne, parce que c'est vraiment un métier particulier, l'édition, qui requiert des compétences très particulières. Je crois qu'on est plutôt un acteur des technologies, des plateformes, du réseau, et donc c'est pour ça qu'effectivement on a fait ce partenariat avec Canal sur Orange Cinéma Série, c'est pour ça qu'on travaille avec TF1 et que MyTF1 est disponible sur l'ensemble de l'IPTV d'Orange, c'est pour ça qu'on fait un partenariat avec Dailymotion parce qu'on pense que c'est des plateformes d'avenir, c'est pour ça qu'on fait des partenariats avec Deezer. Donc, en fait, le but c'est de travailler tous avec tous, en fait. Le but pour nous, c'est vraiment de faciliter pour nos clients l'accès à toutes ces nouvelles plateformes et tous ces nouveaux services. On ne l'a pas dit tout à l'heure, on passe effectivement d'un monde qui semblait assez simple avec les fournisseurs de terminaux, les réseaux et puis les fournisseurs de contenu. On voit bien que tout ça est en train quand même de se mixer, qu'on parle de plus en plus d'écosystèmes. Mais en fait, quand on réfléchit de plus en plus, il y a quand même des écosystèmes dont on pourrait penser qu'ils sont ouverts. Mais en fait, en pratique, il y a quand même un certain nombre de sujets de complémentarité ou de passage d'un écosystème à l'autre. On avait des écosystèmes horizontaux, des silos horizontaux, on recrée des silos verticaux. Apple, bon, c'est l'actualité. Apple est un exemple, alors avec une vraie puissance, hein, ils ont une vraie proposition de valeur. Nous, notre conviction, c'est qu'il faut quand même que les clients puissent, avoir une ouverture maximum entre Apple, un téléviseur LG, un mobile HTC, qui puissent, retrouver les contenus de TF1, retrouver YouTube, Dailymotion, de façon le plus ergonomique possible au travers de ces différents écrans. Et c'est ça notre travail, c'est essayer de retrouver ce qui est le métier d'un opérateur quand même depuis la base, puisque un opérateur, ça a permis depuis le début, les opérateurs ont permis depuis le début d'appeler n'importe qui soit chez un autre opérateur ou chez Orange. Et donc on veut retrouver, entre guillemets, cette notion d'ouverture et de coach et de simplicité pour nos clients. Bon, on voit bien que tout le monde cherche un peu sa place. Laurent, quand on est une chaîne qui a 50% du marché publicitaire et qu'on voit cet hyper choix arriver, cette fragmentation, on a vu la difficulté du virage avec la TNT, on est passé de 4 à 18 chaînes. Comment est-ce qu'on se dit, comment est-ce qu'on aborde la prochaine vague qui est cette hyper fragmentation? Moi, je pense qu'il y a deux façons de voir cette vague et cette révolution. Soit vous considérez que c'est un risque parce que le monde change, et comme il change vite et au cœur de vos modèles économiques, vous devenez spectateur de ce changement et vous construisez votre propre décroissance. Soit vous considérez que c'est une opportunité. Et moi, ce qui m'interpelle à chaque fois, et Mercedes Serra l'a dit en partie dans son introduction, c'est que la télévision, le média, télévision, ses contenus sont totalement en phase avec cette révolution digitale. Et quand nous voyons les potentialités nouvelles, elles consacrent le contenu audiovisuel comme le contenu le plus fort, le plus partagé, le plus commenté, le plus vu sur tous nos écrans. Elle renvoie à une fonction essentielle, presque primaire de la télévision, qui est le lien social. Quand Vincent m'a demandé de venir avec mes camarades ce matin, il m'a dit « Je voudrais que tu parles de la social TV ». Alors, social TV, je peux vous raconter, et je vais vous donner quelques exemples de ce que l'on fait. Mais en réfléchissant à ce terme, je me suis juste rendu compte que la fonction essentielle de la télévision, c'était la création de ce lien social. Et que la fonction essentielle de ce média, comme d'autres d'ailleurs, c'est de créer aujourd'hui des plateformes de rassemblement, des moments de rassemblement social et peut-être même national autour de grands événements, là où d'autres institutions, qui ont été évoquées dans l'introduction, ne le permettent plus. Mais comment on fait quand on n'est plus le seul à pouvoir autoriser ça? Maintenant, Dailymotion, YouTube et bien d'autres peuvent le faire. Eh bien, Christophe donnera son point de vue. On revient au fondement d'une télévision et au fondement de ce média, qui sont d'abord les contenus.
on va exprimer, on va tous vous dire, et vous le savez, qu'on met en ligne tous les écrans et qu'on met en ligne toutes les potentialités des 4 ou des 5 écrans aujourd'hui de l'audiovisuel. Ce qui reste fondamental, vous pouvez mettre en ligne tous les écrans que vous voulez, proposer la Catch-up TV, brancher Facebook, Twitter sur vos émissions, rendre le commentaire en direct possible sur le net de vos journaux télévisés. Si vous n'avez pas le bon contenu, si ce contenu n'est pas le meilleur au moment où la société réclame ce type de contenu, si vous n'avez pas la réflexion éditoriale justifiée, si vous n'avez pas cette réflexion sur le sens de vos contenus, vieille ambition pour les groupes de télévision, vous êtes à côté. Vous pouvez mettre en ligne tous les écrans que vous voulez. Si vous n'êtes pas au rendez-vous de ce que le public veut et attend en événementiel, en premium, vous mettrez en ligne tous les réseaux, tous les supports, tous les tweets, vous ne serez pas là où vous devez être. Et il y a au fond, une grande sagesse à cette révolution. C'est que si vos fondamentaux ne sont pas là, tout ce qui se déploie alors ne sera pas au rendez-vous de ce que vous devez être. Il y a quelque chose qui émerge finalement de ces discussions. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de représentants de l'audiovisuel, qu'ils soient web ou plus traditionnels. Mais Pierre, quand on est dans la presse écrite, quand on son ADN est la presse écrite, et qu'on se dit, voilà, on est dans un monde d'écran, et sur l'écran, l'image a tendance à s'imposer, comme le dit Laurent, comment est-ce qu'on réagit ? D'abord, je pense qu'il y a les murs du contrôle de gestion, il y a les murs des newsrooms, et il y a les murs des médias qui sont tous en train de tomber les uns après les autres. Moi, j'ai eu la chance de travailler à la radio, à RTL, à Canal+, maintenant au Figaro. Sont toujours... En fait, c'est pareil. Ce sont des médias de contenu. Et pour la plupart, ce sont des médias qui sont basés sur une production de contenu original. Après, on aime ou on n'aime pas la production éditoriale du Figaro, mais elle est la production éditoriale du Figaro. Et donc elle établit, avec ceux qui l'aiment, une relation forte que les nouveaux outils nous permettent effectivement d'alimenter, puis de passer non seulement dans le dialogue, mais dans l'organisation du partage. Donc moi aujourd'hui, et d'ailleurs je suis frappé, on se disait avec Laurent, on va se vendre en binôme, parce qu'on se retrouve... Et en fait, moi, je considère qu'on fait le même métier. Et puis, ce qu'il se passe aujourd'hui sur nos sites, on voit bien que le Figaro, même si on ne voulait pas aller vers la télévision, on n'aurait pas le choix. On crée des vidéos, il faut en créer de plus en plus. On est confronté demain matin à la télé connectée, on a des discussions, on s'aperçoit que l'image seule sur l'info, c'est bien, mais bizarrement, ce sont encore les titres de presse, donc l'écrit, qui l'emportent. Qu'est-ce que ça sera quand il y aura quelqu'un qui fera la fusion des deux, qui aura la capacité du fond et la capacité de l'image. Donc moi, la discussion de télé, presse, radio... C'est multimédia, vous êtes un groupe multimédia, c'est ça l'ambition et le chemin. Ça fait évidemment sourire, on est plurimédia. Nous avons une chaîne de télévision, vous ne le savez pas, qui s'appelle la chaîne Météo, mais... Non, évidemment, aujourd'hui, nous ne sommes pas plurimédia parce que nous n'avons pas d'acteurs majeurs dans le média le plus puissant, qui reste le plus puissant, qui est la télévision. Ceci étant, ce que je pense, c'est que le métier, la technologie, c'est-à-dire d'un côté la production de contenu et comment je le transmets à ceux qui s'y intéressent. Alors, je ne sais pas, il y a des règles capitalistiques, il y a des règles légales, il y a beaucoup de choses, mais le métier amène à des groupes intégrés, plurimédia, et évidemment qui sont disponibles sur tous les écrans. Le premier écran pour nous, c'est du papier qui, au passage, est un écran mobile, ce qu'on oublie de rappeler systématiquement, quoi. Christophe, on a vu l'émergence sur YouTube d'acteurs finalement anonymes grâce à l'UGC devenir très puissants, faire autant de vues que les médias installés avec des marques très fortes. Comment est-ce qu'on s'y retrouve dans cet hyper choix ? Est-ce qu'il y a des règles qui font qu'on peut émerger ? Et quels conseils vous pouvez donner aux médias qui cherchent justement à surnager dans cette profusion de contenu ? Alors l'hyper choix est un challenge ou un pari que nous prenons à cœur tous les jours, puisque, juste pour vous rappeler quelques chiffres, on est aujourd'hui à 48 heures de contenu mis en ligne sur la plateforme toutes les minutes, on était à 35 il y a juste un an, donc cet hyper choix est vraiment là tous les jours, et c'est quelque chose auquel nous sommes confrontés nous depuis longtemps. Alors comment est-ce qu'on y répond ? Je crois qu'il y a un facteur qui est important, c'est la technologie, on l'a parlé, c'est l'innovation.
Aujourd'hui, le dernier phénomène en France, c'est Norman, qui effectivement fait entre 2 et 4 millions de visionnages, de vues par vidéo. Et c'est une personne qui se filme lui-même dans son appartement et qui attire les gens et qui marche très bien. Et notre mission à nous, c'est justement soutenir ce type de création aussi, qui vient, encore une fois, je pense, plutôt en complément de ce qui existe déjà et fait par les professionnels, et pas forcément en face ou contre. Donc, pour répondre à la question plus précisément, notre objectif à nous, c'est évidemment de continuer à innover sur la technologie, mais aussi à donner plus d'outils et à éduquer, évangéliser. Nous venons par exemple de lancer il y a 2 semaines ce qu'on appelle en anglais un Creator Playbook. Et l'idée, c'est de dire, voilà quelques conseils pour vous aider, vous, créateurs en herbe, ou moins en herbe d'ailleurs, à trouver votre audience sur YouTube. Donc ce sont des choses qu'il va nous falloir développer, communiquer et rendre public, bien sûr. Alors, il y a une question qu'on n'a pas abordée frontalement, c'est celle du business model. Paul-François, est-ce qu'on voit émerger des choses du poste d'observation qui est le vôtre qui sont intéressantes d'un point de vue contenu et médias? Ouais, je crois qu'aujourd'hui, il y a un relatif consensus sur un modèle qui apparaît de plus en plus, qui est le modèle du freemium. Il y a clairement, et c'est un peu le modèle de base de l'Internet, c'est vrai que l'Internet a une culture historique du gratuit, mais en fait, on l'a bien vécu, nous, les acteurs des télécoms au début. Je vous rappelle qu'en 97-98, l'Internet, c'était gratuit. Bon, aujourd'hui, on voit bien, et on en est les premiers bénéficiaires, que les gens payent un abonnement à Internet qui est un vrai service. Et ça, cette transformation qu'on a vue sur l'accès, elle se transforme de plus en plus. On part d'un modèle gratuit qui fait du volume, et puis petit à petit, on part dans des modèles de paiement. Et c'est là que les opérateurs, je pense, ont un rôle important à jouer dans les discussions qu'on a, d'abord avec les acteurs du premium, naturellement, et puis de plus en plus avec les acteurs qui veulent basculer le modèle du gratuit vers un modèle de payant. C'est la proximité, la capacité de facturation, la capacité de gestion du client que les opérateurs font historiquement sur les différents écrans et qui sont aujourd'hui, on pense, une vraie valeur ajoutée qu'on a dans les discussions, encore une fois, avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, qu'ils soient en France ou à l'international. Bon, une dernière question posée par moi, puis après je vous passe la parole et puis on va prendre les questions aussi qui nous arrivent. Elle est pour Pierre. Dans ce monde, finalement, de l'hyperchoix, où chacun peut composer son journal, composer son contenu, est-ce que finalement le contenu va évoluer aussi? Est-ce que finalement un article sur Jean-Claude Trichet sera le même selon que je suis banquier ou selon que je suis, je ne sais pas, artiste peintre? Est-ce que vous réfléchissez à ça, à la personnalisation aussi du contenu? C'est une bonne question. C'est quelque chose sur lequel on réfléchissait beaucoup il y a 4 ou 5 ans. Et sous réserve de ceux avec qui je travaille en ce moment, on en parle moins. Par contre, je vais vous donner un exemple vous avez trouvé que c'est un peu indirect comme réponse. On a créé un GIE avec les autres grandes marques de news en France, les Échos, le Parisien, Libé, l'Express, l'Obs, le Point. Je pense que dans quelques mois, on arrivera sur le kiosque à dire, à proposer, ben voilà, Jean-Claude Trichet a fait ça, voilà ce qu'en disent 9 marques de presse. Et ça, c'est vachement bien. Et comme on va sans doute y rajouter des capacités d'un truc style Zeit ou Flipboard, voilà, on pourra imaginer faire un best of news. Voilà. Ensuite, sur l'hyperchoix, alors l'hyperchoix, je suis évidemment, je pense absolument comme Laurent. À la fois, c'est formidable, et finalement, cette espèce de profusion infinie, de grands bleus, nous, on pense que c'est sans doute le meilleur contexte possible pour les marques. En tout cas, celles qui respectent le contrat tel que l'a évoqué Mercedes tout à l'heure. Et donc, ma foi, plus il y a d'hyperchoix, plus on se dit que, en tout cas, notre part d'audience, comme on disait à la radio à l'époque, risque d'être forte. Des questions? Est-ce que vous avez des questions pour nos panélistes? C'est le moment d'en profiter. Alors, j'en profite pour rappeler les mots de passe et identifiants. Il paraît qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui te demandent. Upforum identifiant et le Wi-Fi, c'est le mot de passe, c'est 2 fois Upforum, collés l'un à l'autre. Voilà.
Bon, pour commencer les questions, il y en a une qui nous est parvenue. Qui est le mieux armé sur le web en 2012, ceux issus de la presse ou les groupes TV avec la montée de la vidéo? Alors j'imagine qu'on aura 2 points de vue différents là. Est-ce que vous avez un point de vue, Christophe, vous qui sur Google, avec Google News, YouTube, qu'est-ce qui vous semble prendre plus de vitesse? Alors je crois que Pierre le disait tout à l'heure, la vidéo devient importante, on observe une consommation de plus en plus forte de tout ce qui est vidéo, mais qui va de pair aussi avec des consommations de l'écrit. Aujourd'hui, c'est difficile de répondre. Je crois que on a une multitude d'outils qui sont à disposition. Le contenu, c'est vrai, vous l'aurez compris, reste au centre de tout ce qu'on fait. Après, c'est vrai moi j'adore l'exemple que vous avez utilisé de Zeit, de Flipboard, qui sont incroyables en termes de personnalisation, etc. Et je crois que plus on rajoute des services qui sont vraiment performants, efficients autour, plus on va créer, on va générer cette consommation de contenu. Et je crois que c'est finalement important aussi. Vous voulez réagir, Laurent? L'innovation, c'est 5 hommes en costume gris, chemise claire et déboutonnés assis autour d'une table. Steve, si tu nous regardes. Oui, avec Mercedes Serra qui était en noir, comme Steve en fait. Ouais, la question qu'on se pose maintenant, c'est évidemment plus est-ce qu'on met une cravate ou pas, mais est-ce qu'on déboutonne aussi celui-là? Ouais. L'innovation. Bon, il était tôt ce matin, donc on est resté assez raisonnable. Bon, des questions, profitez-en. Vous les postez via écran. Je préfère se cacher derrière l'anonymat. Ouais. Bon, moi j'en ai une. La télé connectée, c'est pour quand concrètement? On a vu les tentatives avec la Google TV qui a plutôt fait flop au départ. On voit tous les deals qui ont lieu actuellement dans ce monde. Yahoo qui fait une grosse entrée, qui veut être un premier social network digital. On a vu aussi la Xbox Live qui se relance avec beaucoup de contenu vidéo. Bon, quand est-ce que la Google TV et la télé connectée va déferler? Christophe, tu veux parler de la Google TV, mais la télé connectée, quelque part, elle existe déjà en France et on est certainement le marché où elle existe de façon la plus étendue à travers l'IPTV. Tu en as parlé tout à l'heure. Pour nous, elle a une révolution fantastique, c'est qu'elle permet la voie de retour et l'interactivité. Quand vous regardez les grandes chaînes, TF1, pour ne pas la citer, par l'IPTV, vous avez aujourd'hui accès à des portails d'interactivité extrêmement bien faits, très complets, éditorialisés, qui vous permettent d'ores et déjà d'utiliser ce lien de retour, d'interactivité avec la télévision, qui pour ce média-là est une révolution absolument fondamentale, puisque par essence, la télévision est un média assez unilatéral et très descendant. Donc elle existe déjà dans près de 10 millions de foyers, un peu moins, mais c'est aussi autre chose. La télé connectée, c'est aussi l'ouverture. J'entends, mais le premier élément d'abord de la connexion, c'est le partage, c'est l'interactivité, c'est mettre presque au même niveau le téléspectateur, le consommateur, le citoyen de ce média-là. Alors ensuite, la télévision connectée, je fais une transition pour Christophe, elle ouvre le champ, puisqu'il y a bien sûr l'entrée dans un monde libre, plein de potentialités, plein de risques évidemment dans nos modèles pour les médias installés, et d'immenses sujets de régulation qui attendent les pouvoirs publics. On va reparler. Paul-François, Christophe et Paul-François voulaient réagir. Alors c'est vrai que la France est en avance sur ces téléconnectés dans un environnement managé. Notre approche à nous sur ce sujet, c'est l'ouverture, au même titre de ce qu'on a pu faire avec Android sur les mobiles, et on voit aujourd'hui le résultat. Donc très rapidement, où en sommes-nous? Aujourd'hui, le produit n'existe qu'aux États-Unis. Nous travaillons sur la version 2 qui va sortir au 4e trimestre. Et les grandes différences avec la version 1 qui était en test auprès de certains partenaires que nous rajoutons donc dans l'écosystème également en parallèle, ça va être une expérience utilisateur simplifiée, mais aussi et surtout Android Market. Et ça, c'est très important. Ce qu'on a vu, ce qui a fait le succès de l'Internet mobile, c'est les marketplaces avec les applications. Sur iOS, sur Android, etc. Et Paul-François pourra en mieux parler que moi. Mais c'est là vraiment la différence, c'est le passage d'un environnement managé à un environnement ouvert. Alors Paul-François, quand est-ce qu'on aura cet écosystème qui a fait le succès de l'Internet mobile sur la télé, selon vous? Alors, d'abord, effectivement, les téléconnectés, c'est déjà un début de réalité. Je crois que Laurent l'a dit, l'IPTV, c'est déjà en fait des téléconnectés qui existent et qui sont significativement utilisés aujourd'hui par des millions. Puis on a déjà une deuxième téléconnectée, très concrètement, c'est le mobile aujourd'hui. On a fait chez Orange un peu plus d'1,6 million de gens qui ont regardé la télé au mois d'août sur leur mobile.
Bon, c'est significatif et ils le regardent massivement à la maison en tant que tel. Donc on a déjà un deuxième écran connecté et puis arrivent ces fameuses télés connectées. Donc là encore, ça prend toujours du temps. On se rend compte que c'est un métier de connecter des télés, c'est-à-dire que c'est un métier puisqu'il faut trouver, on l'a parlé tout à l'heure, des contenus, il faut trouver aussi des gens qui savent les connecter, gérer le centre d'appel pour régler les problèmes qui existent parfois, trouver des aspects de sécurité parce que quand on est prêt à acheter quelques euros un film, il faut quand même que ça pixelise pas, donc il faut qu'on puisse avoir quelque chose qui soit en regard de la qualité du film. Donc tout cet écosystème va se créer, il va être plus ouvert, et nous en tant qu'opérateurs, on n'y voit pas, on n'en a pas une peur du tout, puisque c'est encore une fois plus de connexion, plus d'utilisation du réseau, plus d'occasion de parler à nos clients. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a signé avec LG, Samsung et tous les autres acteurs. Ça vient. Il y avait une question précédemment qui était la série de Canal Bref. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette série, mais elle a été largement diffusée sur Facebook. Et la question c'était, est-ce que quelqu'un connaît l'heure de la diffusion sur Canal ? Et en fait, la réponse, je pense, c'est non. Personne ne connaît l'heure de diffusion parce que c'est une série finalement qui se consomme différemment. Ça change aussi l'écosystème. Juste sur cet exemple, aujourd'hui, Bref, fait partie du top 5 des requêtes sur YouTube. Et on parlait tout à l'heure de l'hyperchoix, on parlait des différents écrans, etc. Moi, je pense qu'il est dans l'intérêt, effectivement, des médias aujourd'hui, des producteurs de contenu, d'aller chercher l'audience là où elle est. Alors, un exemple, sur YouTube, aujourd'hui, on fait 400 millions de visionnages par jour sur le mobile. Très forte augmentation par rapport aux 3 milliards de visionnages qu'on a dans le monde, évidemment, par jour. Donc, c'est à peu près 13-14%. Au même titre, il y a une audience forte aujourd'hui sur YouTube en France et partout. Et il y a une demande. Et moi, j'adorerais pouvoir... Laurent, ouais, on voit Canal assez offensif finalement en termes de production sur ces nouveaux médias. TF1, on est où ? Nous délinéarisons aujourd'hui à peu près 85% de la grille de TF1. Et nous avons chaque mois sur l'ensemble de nos plateformes, il y a TF1 et il y a par exemple aussi Watt, 100 millions de vidéos vues, c'était 70 millions au mois de décembre. L'objet, c'est de permettre et de proposer à nos téléspectateurs de retrouver nos chaînes et nos contenus et nos marques, quel que soit le jour, l'heure de la journée, ou l'écran qu'ils ont entre les mains. Et de pouvoir construire des audiences de masse sur la télévision, ça c'est notre cœur de métier, comme nous pouvons les construire et les amener sur les autres écrans. C'est exactement ça, c'est ce la que nous replay faisons. TV, mais est-ce la bien production qui passerait d'abord par les canaux Oui. Internet ? Je n'y crois pas beaucoup aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la télévision, ne l'oublions pas, est un média qui continue à progresser dans la consommation des Français. Nous consommions 3h34, 3h37 de télévision par Français par jour à la fin de l'année dernière. Nous sommes à 3h47, 3h48. Les Américains consomment 4h40 de télévision par jour. La puissance de la télévision et des chaînes de masse apporte au contenu la capacité à générer extrêmement vite de la notoriété et de la puissance et de la reconnaissance. Je pense que le bon cycle reste encore télévision, puis pour les contenus, puis ensuite les nouveaux créneaux. Les succès que vous avez cités, les marques récentes qui se sont imposées à la télévision, sur TF1 ou sur d'autres chaînes, vous le constaterez, ont commencé d'abord sur la télévision, sont ensuite évidemment proposées sur toutes les plateformes ou dans les univers managés aujourd'hui des groupes de médias, mais commencent d'abord par la télévision. Elles gardent cette puissance et comme le disait Pierre tout à l'heure, finalement, plus le monde des médias se fragmente, plus nous avons une opportunité, c'est que les marques reconnues gagnent en avantage comparatif, et plus vous avez de médias, moins il y a de mass médias. Ça, je le dis souvent à mes annonceurs. Pierre, vous avez attrapé le micro, vous souhaitez J'ai réagir ? attrapé le micro parce que vous parliez de Canal+, et je trouve le discours actuel de Canal très intéressant parce qu'il réconcilie le payant et le gratuit. Canal+, c'est le symbole du contenu payant et qui a eu historiquement toujours un tout petit clair qui était sa vitrine. Voilà. Et puis on le voit venir, ou en tout cas aspirer à venir dans le monde du gratuit. Alors on se dit mais c'est pas possible, c'est un peu finalement comme les journaux payants et qui font des grands sites gratuits. Et en fait, si, c'est possible, et c'est même extrêmement nécessaire lorsque on entend l'argumentation, et finalement on retrouve dans l'argumentation actuelle de Canal celle que nous aurions dû avoir depuis un bon petit moment. Ils nous ont donné quelques arguments, c'est-à-dire de dire c'est amortir
capacité de production de contenu très importante, et puis surtout développer son propre écosystème de marketing sur ces zones gratuites. C'est de l'autopromotion en fait. Absolument, faire la promotion de ces premiums payants, c'est ce que nous faisons aujourd'hui sur Internet. Et c'est quand même très, là encore, on voit bien, on parle de convergence, on voit que par tâtonnements successifs, les groupes médias, les uns les autres, nous arrivons quand même à peu près vers le même type de réponse. Alors ça c'est intéressant. Est-ce qu'on peut faire payer l'info sur le web? C'est un vaste sujet. On a vu Rupert Murdoch lancer The Daily sur tablette. On pensait que la tablette serait justement le vecteur qui permettrait de refaire payer l'information. Ça semble pas être le cas. 80 000 abonnements payants pour Murdoch. Vous arrivez à faire payer l'info, Figaro? Sur le web. On apprend doucement et modestement. La première chose, c'est qu'on ne peut pas basculer quelque chose qui était gratuit en payant. On a essayé, on a essayé de faire comme le Times, je pense que je peux le dire. On a mis pendant 3 mois nos IP de Hong Kong et Singapour en payant sur le Figaro.fr. On a perdu 95% du trafic et on a reçu 3000 mails d'insultes légitimes. Donc ça, on ne peut pas faire. Notre expérience sur le payant aujourd'hui, ce qu'on voit sur notre expérience sur le payant, c'est que quand même le monde mobile, et notamment celui des tablettes, lorsque les tablettes sont arrivées, on a eu une inflexion claire de notre capacité à vendre des abonnements purs digital sur des liseuses simples, dont on parlait d'ailleurs 6 mois avant, on disait les tablettes, c'est surtout pas fait pour les liseuses. Ce qu'on voit, c'est que les liseuses sont déjà un très bon produit. Peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre derrière, mais pour l'instant, ça marche. On en a quand même vendu un nombre significatif. C'est maintenant devenu non pas un dilemme, mais au contraire, depuis que l'OJD a décidé d'estampiller les ventes de liseuses, on agglomère, et c'est bien normal, les liseuses numériques avec le papier payant. Et puis surtout, ce que je pense, c'est nous travaillons beaucoup sur la combinaison des deux, sur la combinaison du papier et la combinaison du web, et notamment de la mobilité. Je vous donne un exemple. On a basé toute notre stratégie de diffusion papier sur le portage. Donc tous nos moyens, on les a mis pour essayer d'amener le Figaro sur le paillasson des gens. Super. Le paillasson des gens, il est intéressant quand les gens sont là. Si le type il est en week-end, ou s'il est en voyage d'affaires à New York, ou s'il est, ce qui est évidemment de plus en plus le cas lorsque vous regardez la consommation et la vie des publics que nous vivons, il n'y a pas de kiosque à côté, il n'a pas son paillasson et il n'a pas son kiosque, et donc il ne lit pas le Figaro. Ce qu'on pense, c'est qu'avec le monde mobile, je ne sais pas si on gagnera sans doute des nouveaux lecteurs, on va aussi retrouver une forme de régularité de lecture. Un jour le papier, un jour l'iPad, qui sont évidemment très importants pour nous. Donc nous, on est plus intéressés par la combinaison, évidemment, je ne vais pas vous dire. On est beaucoup plus intéressés, on travaille sur cette combinaison, plus que sur une espèce de truc full web, de full numérique. Laurent, quel premier résultat de la VOD sur Facebook que TF1 a lancé récemment? Est-ce qu'on a déjà des chiffres? On n'a pas encore les chiffres très précis. C'est précis normalement, les résultats on les a pas encore, en tout cas moi je les ai pas. Simplement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une double innovation dans le lien qu'on a avec Facebook sur cette opération de VOD. D'abord, on donne la capacité à nos téléspectateurs ou à ceux qui veulent regarder ces séries de bénéficier d'une exclusivité sur ces séries, puisqu'ils peuvent voir l'épisode qui vient de sortir aux États-Unis 24 heures après, et de façon légale, ce qui nous intéresse, et de pouvoir installer un service de VOD sur ces séries premium avant leur diffusion en France. Deuxièmement, ça approfondit la relation forte que nous avons avec Facebook. Nous avons aujourd'hui 6 millions de fans pour l'ensemble de nos émissions, et Secret Story, sur sa cible, a atteint aujourd'hui 2 200 000 fans, et nous avons plus de 32 émissions qui sont en connexion ou ont une page sur Facebook. Et ça a le même poids, ça vaut aussi cher, moins cher? Non, ce que ça amène, c'est pour nous la concrétisation à l'ère digitale de cette social TV qu'on évoquait tout à l'heure en introduction. Le lien que nous créons,
Le moment qui existait en télévision il y a 10 ans de la machine à café le lundi matin où on commentait la télévision se fait maintenant en direct. Et nous voulons intégrer sur tous nos contenus et toutes nos émissions la capacité de partager, de consommer, je sais que quelqu'un s'est étonné de ce terme, il ne me choque pas, de consommer les contenus et les marques du groupe sur ces réseaux. Pour ceux qui aiment le rugby, je termine, Thomas, pour ceux qui aiment le rugby, qui regardent la Coupe du Monde, vous pouvez aujourd'hui regarder la Coupe du Monde de rugby, et je vous conseille le match France-Angleterre samedi 9h30, en partageant avec votre réseau Twitter, votre communauté en direct, le live de TF1. Ces innovations-là, cette capacité à proposer de la VOD sur Facebook, qui était vue il y a encore quelques mois ou quelques années pour nous comme un possible concurrent, devient un partenaire, une potentialité réelle de partager le média télévision dans cette ère-là avec les nouvelles potentialités de partage, de discussion, de commentaires, de paris, de sondages, etc. Paul-François, une question. Vous avez évoqué la notion de passerelle, mais c'est quand même le gros bazar, pour ne pas dire le bordel, entre les FAI, les plateformes, les fonctionnalités, les hardware, les marques, les agrégateurs. C'est très très compliqué quand même de se retrouver. Tout le monde a un discours d'ouverture, tout le monde cherche sa place. Comment se retrouve l'usager? Vous avez des choses là-dessus? Alors c'est vrai que c'est l'apanage des mondes en pleine mutation, c'est-à-dire que toutes les règles et tous les modes de fonctionnement traditionnels sont quand même en train de changer tous les jours. Et donc c'est effectivement le consommateur qui, dans un certain nombre de cas, paye cette complexité ou, j'allais dire, en fait des vraies opportunités, parce que c'est aussi inversement un vrai monde d'opportunités où tout le monde peut essayer, tester et devient beaucoup plus acteur. Donc je crois qu'il faut juste avoir en tête que les lignes ne sont pas installées, que chacun cherche aussi l'endroit vis-à-vis de ses clients où il a le plus de légitimité et de valeur ajoutée. Nous, on a pris effectivement un pari. On veut être le coach numérique du client, on veut être dans sa proximité, on veut pouvoir lui offrir le maximum de simplicité pour accéder à toutes ces offres de partenaires, pour que ce soit lisible, tant de la facturation que du service client. C'est une vraie transformation aussi d'un opérateur télécom, hein. C'est une vraie ouverture aussi à des partenaires qui n'étaient pas traditionnellement des partenaires. Et donc on est dans ce chemin en se disant vraiment que, on parlait tout à l'heure, les écosystèmes, l'interopérabilité va devenir de plus en plus nécessaire, c'est-à-dire la capacité d'avoir des passerelles et de retrouver de façon simple tous ces partenaires de contenu, tous ces partenaires de services entre ces différents écrans, ça va devenir une nécessité. C'est offert par le web, mais toutes les notions de service client, de facturation, de gestion des droits avec les partenaires, c'est des choses où on pense qu'on a une vraie valeur ajoutée à offrir sur la durée. Christophe, une dernière question pour vous qui concerne encore le modèle économique. On voit que le modèle payant se cherche, il y a du freemium qui tente d'émerger. On voit que les revenus numériques des médias ne sont pas forcément de la même dimension pour l'instant que ceux du monde traditionnel. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se battent aussi pour ce marché de la publicité. Comment est-ce que vous pensez que ça va se traduire? Est-ce qu'il y a finalement assez d'argent pour financer tout ça? Juste pour revenir sur la remarque qui a été faite tout à l'heure, c'est vrai que par rapport à l'utilisateur, le paysage devient compliqué, mais reprenez l'exemple de Laurent, c'est quand même, il s'y retrouve, c'est quand même super sympa de pouvoir aujourd'hui partager son expérience en regardant le rugby au travers des différents réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est compliqué, on a un rôle d'éducation. Il faut être un peu geek quand même encore. Il faut être un peu geek, c'est pour ça qu'on a un rôle d'éducation fort à jouer, et c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais ça va toujours dans le bon sens, ça va dans le sens de l'utilisateur s'y retrouve parce qu'il y a une expérience utilisateur qui est valorisée. Sur le marché publicitaire. Sur le marché publicitaire, sur les modèles aujourd'hui, si vous voulez, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui est important, c'est l'innovation. Je vais vous donner un exemple, sur deux exemples en fait. Aujourd'hui, nous avons investi sur un modèle qui donne plus la main à l'utilisateur sur ce qu'il va voir en termes de publicité. Et le pari qu'on a fait, c'était encore une fois de privilégier, trouver le bon équilibre entre l'expérience utilisateur pour éviter qu'il ait 3 pre-rolls avant une vidéo de 5 minutes. Ça, c'est côté utilisateur. Mais côté annonceur, est-ce qu'il y aura assez d'annonceurs pour financer TF1, Le Figaro, YouTube, Dailymotion? Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous, on est sur un modèle a posteriori. C'est effectivement la publicité. Le core business, ça reste le financement par la publicité. Aujourd'hui, on est sur un périmètre, et c'est vrai ce qu'on disait beaucoup de gens, sur un périmètre constant en termes de dépenses. Maintenant, il y a des ouvertures qui sont possibles. Je prends un exemple, et c'est peut-être
moins vrai ici, mais sur d'autres pays. Nous avons fait des accords, par exemple, avec des studios de production en Inde, qui, le jour même du lancement de leur film, l'ont bloqué sur YouTube en Inde, mais l'ont ouvert à la publicité dans le monde. Et là, nous, on rajoute une valeur ajoutée, parce qu'on a des forces de vente sur ces pays-là qui viennent compléter les revenus qu'ils génèrent. Ok, merci à tous les quatre. Je vois que Christophe, que Eric s'impatiente.